je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au fil du yoga avec Maïmouna. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous avions envie, en fait, de repartir un peu sur les épisodes de juin 2022, des épisodes d'avant l'été 2022, pour continuer sur une réflexion portant sur la transmission. Mais d'abord, bonjour Maïmouna, comment vas-tu? Bonjour Caro, bien, et toi? Ça va. Cette question de la transmission, je vous avoue que ça me travaille un peu parce que quand on lit, par exemple, je lis beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup de profs disent je transmets. Et alors, je m'interroge, je me dis, mais on transmet quoi? On transmet comment? Et en fait, quand on pose la question, souvent il y a un grand blanc parce que on dit qu'on transmet, mais si vous voulez, derrière le mot transmettre contiendrait une espèce de vaste espace de concepts, mais en fait, on est incapable de dire ce qu'il y a vraiment derrière. Et j'ai posé la question d'ailleurs sur Facebook et j'ai eu beaucoup de réponses super intéressantes, mais qui m'ont quand même laissé un peu sur ma faim. Parce que c'était souvent, je transmets les enseignements. Alors j'avais presque envie de dire, mais quels enseignements? Bien sûr qu'on transmet un enseignement. En tant que prof, on enseigne. Donc oui, on transmet. Mais voilà, quel type d'enseignement? Surtout qu'on a tous des styles différents, des traditions différentes. Certains vont être dans le Hatha Yoga classique, mais là, au niveau de la philosophie, il y en a qui vont être dans le shivaïsme du Cachemire, c'est complètement différent. Il y en a qui n'auront rien du tout, ce qui aurait pu être mon cas à une certaine période. Il y en a, ça va être picoré un peu partout. C'est qu'est-ce qu'on transmet? Comment on le transmet? Et c'est une thématique qui nous intéressait beaucoup avec Maïmouna. La question numéro 1, c'est est-ce que transmettre, c'est forcément enseigner? Bon, ça, c'est peut-être la première question que je poserais. Ou est-ce que enseigner, à l'inverse, c'est forcément transmettre? Est-ce qu'on peut enseigner sans rien transmettre? Juste en montrant, en exécutant dans le cas du yoga, donc des postures ou des rites ou des chants qu'on demande aux élèves de reproduire fidèlement. Mais est-ce que là, on est dans la transmission de quelque chose? Est-ce que transmettre, c'est forcément avec l'intention de transmettre? Il y a cette question de l'intention quand même qui se pose. Dans le cadre effectivement des styles de yoga différents, des écoles ou traditions différentes qu'on va citer ou que tu évoques, la question est est-ce que chacune de ces écoles a pour objectif de transmettre sa propre tradition ou pas du tout? Ou est-ce qu'on transmet au sein d'un cours ou est-ce qu'on transmet exclusivement au sein d'une formation de prof? Moi, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Ou est-ce que voire même, on transmet à la machine à café quand on parle de telle ou telle chose du yoga? Enfin, voilà. C'est vraiment la question, c'est comment, où, pourquoi. Je me souviens quand je suivais des cours de yoga, il y a eu un moment où je me suis trouvée sur ma faim. Il me manquait quelque chose. Et c'est parce qu'il me manquait quelque chose que j'ai décidé de suivre une formation de prof de yoga. Parce que je me disais, c'est dans la formation de prof de yoga que je vais trouver les choses qui me manquent, qui ne sont pas présentes dans un cours. Et ces choses qui me manquent, pour moi, c'était tout ce qui tournait autour de la philosophie du yoga. En définitive, je pratiquais des postures de yoga,
Mais pendant mes cours, je ne savais pas ce que c'était que le yoga. Même, j'irai plus loin, quand j'ai commencé le yoga, pour moi, c'était faire une activité physique. Donc, vous voyez, complètement coupé de toute connexion spirituelle, philosophique, comme vous le voulez. Et je suis allée dans cette formation. Et dans ma formation, j'en ai pas eu assez. Donc, j'ai fait la formation Yoga Nidra parce que je me suis dit, je vais apprendre encore plus de philosophie, mais j'en ai pas encore assez appris. Jusqu'à ce que je trouve une formation de philosophie, mais une formation de philosophie du yoga, c'est immense. Donc, on va dire que j'ai commencé un tout petit peu purement philosophie. Ça, c'était la première chose. Donc, vous voyez, à travers différents exemples, la transmission n'était pas suffisante. Je ne blâme absolument pas les professeurs. Ça n'a strictement rien à voir parce que c'était mes attentes à moi. Là, je réponds déjà en partie sur le où. Le où. On a tendance, je pense que beaucoup, et je sais que je suis pas la seule à avoir fait ça, que beaucoup ont suivi une formation de professeur de yoga pour aller un peu plus loin. Oui, mais est-ce que transmettre, c'est forcément aller plus loin? Parce que moi, je suis pas complètement d'accord avec toi. C'est pas la première ni la dernière fois, d'ailleurs, on n'est pas d'accord. Parce que ça voudrait dire, si je suis, même si, voilà, tu blâmes personne, que toi-même, tu l'évoques, c'est en lien avec tes attentes. C'est ça. Tes attentes intellectuelles, on va dire, Oui. dans une certaine forme. Je dirais, donc ma question, c'est, revenons à où transmettre, effectivement. Est-ce que ça voudrait dire qu'aucun prof, pendant un cours de 1 heure et demie, ne transmet quoi que ce soit? Oui, non, mais bien sûr que si. Je te dirais même que, en fait, dans ces cours où je te dis que c'était pas suffisant et que c'est parce que ces cours-là étaient faits de cette façon-là qu'il y avait déjà une première transmission qui était réalisée. Je m'en aperçois avec le temps. Mais parce que la transmission, c'est pas forcément dire quelque chose de très spécifique. Je sais pas moi, évoquer une Upanishad et toute la substantifique moelle de l'Upanishad, tu la vis pendant ton cours de d'asanas. Bien sûr que, en fait, bien sûr que non. C'est que effectivement, il n'y a pas besoin d'aller dans un cours pour chercher une transmission, comme une transmission n'est pas forcément quelque chose qui est évident. Je dirais oui, effectivement. Et en même temps, je dirais, je te rejoins quand tu dis, effectivement, c'est pas dans un cours où tu as besoin d'avoir la grande révélation de la substance moelle d'un texte sacré. Mais j'ai l'impression, et je me fais l'avocat du diable dans notre dialogue, qu'il y aurait dans la transmission, dans la définition telle qu'on l'aborde là tout de suite, toutes les deux, il y aurait comme une révélation attendue, quelque chose avec du fond, avec un développement. Donc la question, je reviens, c'est dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on transmet? C'est-à-dire, est-ce qu'on transmet dans l'attente qu'on a en tant qu'élève, est-ce qu'on transmet on attend la transmission d'un grand principe de yoga, qui pourrait être très simplement l'attente, la patience, le souffle, ou je ne sais. Donc il y a un principe, mais qui n'a pas nécessité d'être verbalisé, et qui, je dirais, sur certains très grands textes, pourrait se résumer en un seul mot. Un seul mot, c'est-à-dire un seul concept, mais qui peut se traduire dans un cours de façon très pratique. Par exemple, la notion d'être en conscience, en présence, tu vois la notion tantrique de faire les actes en conscience. Et j'imagine, je ne sais pas que c'est le cas, mais l'enseignant peut le dire d'une certaine façon, on peut dire oui, faites chacune de vos postures en conscience de votre corps, de votre souffle, de votre âme, etc., etc. Donc il transmet une information.
l'élève reçoit cette information, est-ce qu'il est capable de le mettre en pratique? Ça, c'est tout un autre problème, hein, qui appartient effectivement en partie à l'élève. Mais dans l'attente que l'on a de la transmission, je crains, on a cette attente que la mise en pratique se fasse non pas au niveau de l'intellect, mais au niveau au plus profond, le plus subtil. Donc, et là, l'attente vis-à-vis du professeur, c'est qu'il soit capable de nous transmettre avec des mots ou sans mots, mais que ça soit immédiatement perçu et compris. À mon sens, il n'y a vraiment pas de lieu pour comprendre. Parce que faire des formations de yoga, c'est très très bien. Enfin, j'en ai fait et j'en ferai sans doute encore d'autres, parce que ça m'intéresse et ça me passionne. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûre. Alors, on comprend et on apprend beaucoup de choses, donc on devient des érudits, et on nourrit notre mental. Enfin, après, ça, c'est mon opinion. On apprend aussi beaucoup de choses, beaucoup de concepts qu'on ne connaissait absolument pas. Mais est-ce totalement nécessaire pour que la transmission se fasse? Parce que je reviens à notre... Et est-ce que c'est là qu'on capte mieux l'essence du yoga que, par exemple, quelqu'un qui va faire un cours avec un professeur de qualité, un cours d'1 heure par semaine, toutes les semaines, toute sa vie? Je suis pas sûre. Où se passe la transmission? À mon avis, ça peut être n'importe où. Ça peut même être à la pause entre 2 cours de yoga avec un élève lors d'une discussion informelle. Disons qu'il va faire revenir avant ça à c'est quoi la transmission? Ben voilà. Et je pense que il y a peut-être au moins 2 niveaux de transmission où en fait la transmission revêt des réalités qui peuvent être différentes. Tu as, on va dire, la transmission purement intellectuelle d'un savoir, d'une connaissance, et tu vas avoir transmission aussi d'une certaine boîte à outils qui exploitera consciemment ou inconsciemment l'élève pour aboutir à quelque chose, de voulu ou de ne pas voulu, de rechercher ou de non rechercher. Et puis, il y a la transmission qui va se faire, à mon sens, simplement dans la qualité d'être. Donc, en fonction de ces contenus-là, effectivement, la question de la localisation va être déterminée par le contenu de la transmission. Et là, on parle du coup d'une transmission en partie volontaire, qui est de dire que lors d'un cours, on transmet quelque chose. On transmet quelque chose qui est visible ou qui est invisible. Là, c'est un cours de yoga. Effectivement, ça peut être une transmission simplement en étant. Et là, tu n'as pas besoin d'être dans un studio de yoga, puisque tu es, et on va dire que les personnes, je vais pas dire apprennent, mais ressentent et peut-être évoluent en fonction de cette qualité d'être. Je dis bien peut-être, parce que il va y avoir aussi la façon dont on perçoit et reçoit cette transmission. Je pense aussi que la transmission, elle dépend des personnes, de qui l'on est, et qu'il y a peut-être dans la vie plusieurs façons de transmettre, comme il y a plusieurs façons de recevoir cette transmission. Je m'explique. C'est clair, Maïmouna et moi, on est complètement différentes sur un certain nombre d'aspects. Moi, je suis très cérébrale, hein, et j'ai besoin de comprendre les choses, de comprendre presque verbalement les choses, d'accord? Pas de façon, je suis nettement, enfin, c'est pas nettement moins, je suis largement moins intuitif que Maïmouna. Moi, j'ai besoin de c'est pour ça que je disais, je recherchais cette transmission dans des formations. Maintenant, cette transmission, je la cherche plus dans les formations que je continue à faire par plaisir parce que j'aime bien ça, j'aime bien être avec les gens, discuter avec eux. Mais cette transmission, elle va se faire à un niveau, enfin, cette réception de transmission va se faire à un niveau plus subtil. Pour moi, comme par rapport à ce que mon prof peut nous transmettre. Soit ça va être des choses, la transmission va être évidente, comme parfois elle ne l'est pas. Et ça va dépendre
de beaucoup de choses. Et on n'est pas dans un studio de yoga. Ça peut être, quand on discute. En fait, très honnêtement, quand on discute avec Maïmouna, moi, je reçois beaucoup de choses, pas simplement au niveau intellectuel, hein, mais dans la façon d'être, parce qu'elle a une façon d'expliquer les choses qui me font percevoir les choses différemment. Pour moi, c'est une transmission. Le fait de pouvoir percevoir différemment ou avec une façon de réfléchir différente, ça fait partie de la transmission. Tu vois, c'est pour ça le concept de transmission est un peu biaisé parce qu'il va recouvrir beaucoup de réalités différentes. Comme le lieu de la transmission, pour moi, du coup, prend effectivement des localisations différentes, la façon de faire également, parce que ça peut être quelque chose de bon, Caro, je t'apprends ça, comme ça peut être on discute et par une question ou par la façon de dire une chose, il y a une espèce de transmission qui s'effectue. Et à mon sens, ça dépend beaucoup, en fait, de nos personnalités, de qui l'on est. Je marque un temps d'arrêt sur ce que tu dis, parce qu'évidemment, je ne peux que être d'accord avec toi. Il y a effectivement cette question de comment je reçois, comment on me transmet, ce qu'on me transmet. Et après, il ne faut pas se mentir, hein, parce qu'on se dit tout sur ce podcast. Il y a des profs qui sont plus à l'aise pour transmettre que d'autres. Et là, j'en viens à l'intention aussi. Mais avant l'intention, je dirais, bon, on a tous eu des profs qui nous ont totalement inspirés. Bon, comme à l'école, c'est pareil. On a tous eu des profs extraordinaires et d'autres qui étaient franchement moins extraordinaires. Ça veut pas dire qu'ils le sont dans l'absolu, extraordinaires ou non extraordinaires. Je suis peut-être une super prof pour certains, une prof tout à fait nulle et pourrie pour d'autres. C'est comme ça. C'est une question de sensibilité aussi. Enfin, j'en sais rien. Voilà, ça se passe à certains niveaux. Mais il y a tout de même cet aspect-là qui joue, qui fait que le même prof va avoir l'intention de transmettre quelque chose à sa classe. Certains vont le percevoir, d'autres vont rien percevoir du tout de ce qu'il aura voulu dire et vont juste voir qu'il s'acharne à vouloir faire certaines postures et pas d'autres. Après, il y a vraiment la question de l'intention, de ce que je veux transmettre et est-ce que je veux transmettre véritablement au-delà du formatage classique d'un cours. Voilà, avec un début, un milieu, une fin, avec un plan de cours tout établi. Est-ce que je veux aller au-delà de ça? Certains, par principe, n'iront pas au-delà parce qu'ils vont estimer que leur pratique, enfin la tradition, se suffit à elle-même dans la transmission et qui n'ont pas, voilà, et qui n'ont pas ce rôle-là à avoir de vouloir aller plus loin. Donc il y a cette première chose. Deuxième chose, ça dépend aussi beaucoup du type de pratique dans laquelle on est. Certaines sont beaucoup plus formatées que d'autres. Et l'espace pour aller au-delà n'existe pas. Il y a aussi la question du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un cours d'une heure, faut pas se leurrer, c'est déjà un format qui est pas très... qui correspond au mode de vie occidental moderne, mais qui correspond pas à la façon dont le yoga, à la base, était transmis traditionnellement. Et évidemment, c'est pas en une heure que les choses se passaient, mais en 2, 3, 4, 5 heures, donc forcément. Le temps se réduisant, la transmission se réduit aussi. Et sur la question dite de l'intention, il y a effectivement l'envie, il y a ce que le prof lui-même a compris de sa propre tradition, parce qu'il faut pas non plus être naïf. Parfois, les enseignants perçoivent un aspect qui va être par exemple l'aspect très physique de leur cours, et c'est pas grave, enfin peu importe. En fait, j'ai envie de dire peu importe, et du coup leur cours sera aussi à l'image de ce que eux vivent dans leur yoga. Donc quelqu'un qui a une relation très matérielle dans le sens très physique avec son yoga, que ce soit du Kundalini, de l'Iyengar, du Forest, enfin ça n'a rien à voir avec le style de yoga. Donc forcément, dans ce qu'il va transmettre, il va transmettre ce qu'il en aura compris. On transmet forcément ce qu'on a compris nous-mêmes, volontairement ou involontairement. Donc c'est la même chose. C'est la même chose qui se passe dans un cours.
Et on n'a pas tous la même envie, en fait, de creuser plus ou moins le yoga. Il y a des traditions où les choses sont plus marquées parce que parce qu'il y a eu à un moment un maître vivant de cette discipline-là qui aura voulu que les choses soient transmises sous telle forme, donc avec des aspects plus ou moins marqués, par exemple des cérémonies pour ouvrir, des cérémonies pour fermer, des choses qui font que, au-delà du prof, les choses se transmettent. Vous voyez, donc là, par exemple, je peux parler pour Kundalini Yoga. Il n'y a pas de place de créativité ou de liberté dans la façon dont on ouvre et on ferme un cours en Kundalini Yoga sur le Yogi Bhajan. On ouvre avec Om Namo Gurudev Namo et on ferme avec 3 Satnam et avec une chanson à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le premier, dans l'ouverture, on se relie à ce qu'on appelle la chaîne d'or des enseignants, mais tout simplement, en fait, on se relie à la tradition. Et donc, même si le prof n'est pas ultra sensible à cette question de tradition, de lignée d'enseignants qui ont précédé auparavant dans la transmission, le fait de répéter ce mantra le fait à son insu, si vous voulez. Ouais, il y a quelque chose de son insu. Pareil pour la fermeture. Il y a d'autres yogas où vous pouvez ouvrir avec Om ou pas ouvrir du tout avec ce mantra-là. Vous pouvez ouvrir avec le Gayatri Mantra ou pas du tout. Où il y a une forme de liberté qui du coup laisse plus de place. Mais là, je vous cite le Kundalini Yoga, mais je sais très bien qu'il y a d'autres yogas où pareil, c'est l'ouverture et la fermeture du cours sont codifiés. Donc là, c'est à l'insu du prof, il y a quand même une transmission qui se fait d'une tradition telle que l'aura vu ou voulu un tel ou tel maître. Finalement, l'intention, selon le type de yoga qu'on pratique, même si elle n'est pas complètement envisagée par le professeur voilà, même s'il n'est pas resté à méditer 5 heures pour se demander ce qu'il allait transmettre, il y a une transmission qui se fait au-delà même de sa propre volonté matérielle subtile. Dans certains autres cas, moins. Mais c'est pas, voilà, c'est un élément dans la dite réflexion, je dirais. Par exemple, en Forest Yoga, on n'a pas il n'y a rien de codifié, on va dire, sur le début et la fin d'un cours. Je dirais même que, par exemple, moi, je ne dis plus namasté pour des raisons d'appropriation culturelle. On en parlera un jour. Mais par contre, les séquences, la structure de la séquence est codifiée, mais on est complètement libre. Mais nous avons une intention. Nous avons une intention pour chaque cours délivré. C'est pas une intention qui a été écrite par Anna Forrest, c'est nous qui décidons l'intention que nous souhaitons donner à la pratique, au cours, que ce soit un cours de 1h15, un cours de 3 heures ou un cours d'une formation d'une semaine, etc. Mais je pense que même si, par exemple, j'avais la même intention qu'un autre prof de Forest Yoga, je pense que la façon dont nous allons délivrer cette intention va être perçue de façon différente parce que nous ne sommes pas pareils. Et je pense que, alors peut-être que oui, ça peut marcher quand c'est codifié puisqu'il n'y a pas de liberté. Et dans les styles de yoga où, on va dire, il y a cette liberté, c'est-à-dire il n'y a rien de codifié, d'accord? Il n'y a aucun jugement de valeur sur des cours codifiés, pas du tout. Je pense que cette transmission va beaucoup dépendre, va dépendre de différents facteurs. D'abord, est-ce que j'ai envie de délivrer nécessairement, de transmettre quelque chose? Pour être très honnête, je suis pas sûre que je souhaite. Alors, quand on en parle comme ça, je me dis oui. En tant que professeur de yoga, j'ai une mission qui est de transmettre ce que j'ai appris. Parce que ça m'a été délivré de façon quasi scolaire, on va dire, et puis aussi ce que j'ai appris de façon intuitive et de le retransmettre à quelqu'un, soit avec des mots très précis, soit simplement en étant
et à la personne en fait de faire ce qu'elle veut avec ça. C'est ce que j'appelle la boîte à outils. La boîte à outils, c'est pas forcément quelque chose. T'as mal là, tu fais ça. Tu te sens pas bien, tu te sens énervé, tu fais ça. Pas du tout. En fait, la boîte à outils, c'est oui, il y a certains exercices, il y a certaines pratiques, il y a surtout beaucoup d'exercices respiratoires, par exemple, mais c'est surtout une façon d'être. Et, et, et en définitive, je m'aperçois avec le temps que c'est plutôt ça que j'apprends, mais je n'apprends pas, c'est-à-dire je ne copie pas ce que m'enseigne mon professeur. En fait, c'est je reçois comme une espèce de liberté qui est fais ce que tu as envie. C'est même pas une permission, hein, parce que heureusement je suis libre, mais c'est ce message qui est vraiment par rapport à tout ce que la société peut nous imposer. C'est tu as envie de faire ça, fais ça. Tu as envie de le dire comme ça, dis-le comme ça. Euh, tout en tout en respectant ce que moi je me suis astreinte à faire. Ce sont vraiment les yamas et les niyamas du yoga, ou en tout cas ce que j'en comprends. Pour moi, transmettre, c'est simplement donner la possibilité à la personne qui est en face de moi de se déployer, de se développer. Et le sens développer, c'est pas sens développement personnel, hein, c'est sens de faire ce qu'elle veut faire. Et moi, je suis juste là. Je tiens un espace pour cette personne, et dans cet espace, cette personne fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de ne faire que de la pratique purement physique, elle ne fera que de la partie purement physique. Si, imaginons hier, j'ai eu une de mes élèves qui m'a dit tu as parlé avant les vacances de ce qu'était l'éveil, de ce que était l'éveil, et tu as notamment dit que l'éveil nécessitait d'abord un réveil. Elle me dit ça m'a parlé pendant toutes les vacances. Simplement le mot. J'ai pas fait exprès, c'était pas de la transmission voulue, mais chez elle, ça a trouvé un écho qui est peut-être différent de ce que moi, je comprends par le mot réveil. Mais voilà. Pour moi, ça, c'est de la transmission. C'est intéressant qu'on parle de ça, parce que, alors moi, la démarche est radicalement opposée à la tienne. Là, je parle du Kundalini Yoga. Dans un cours de Kundalini Yoga, ou atelier ou quoi que ce soit, alors l'élève, lui, fait ce qu'il veut dans ce que je propose, hein. Enfin, je veux dire, après, s'il n'arrive pas à faire les respirations, qu'il n'arrive pas à chanter, enfin, ça, moi, j'y peux rien. Par contre, c'est très intéressant parce que moi, c'est différent. C'est-à-dire que moi, je suis la garante, en fait, des enseignements de Kundalini Yoga selon Yogi Bhajan. Alors, il y a un truc un peu austère, dur et acte là-dedans, donc, je vais vous expliquer en quoi. C'est-à-dire que ces enseignements, après, on pourra parler du bonhomme, mais les enseignements de Kundalini Yoga existaient évidemment avant Yogi Bhajan. Kundalini Yoga existe en dehors même de Yogi Bhajan. Ça, c'est pas la question. Quand on enseigne le Kundalini Yoga selon Yogi Bhajan, c'est-à-dire avec des mantras qui sont en Gurmukhi et pas en sanskrit, avec des séries de postures qui durent un certain temps et pas un autre, avec un enchaînement, si vous voulez, de choses qui ont un sens, c'est parce que le maître de ce yoga a vraiment réfléchi en fait au Kundalini Yoga comme à une technologie, et que par exemple tel exercice s'emboîtait bien avec tel autre, et donc voilà, ça se faisait dans cet ordre-là et pas dans tel autre. Parce que l'efficacité par rapport à l'objectif, parce que dans les séries d'exercices en Kundalini Yoga, il y a un objectif, je sais pas moi, nettoyer le foie, la prospérité, enfin ça peut être divers et varié. Voilà. Pour tel objectif, tel enchaînement d'exercices fonctionnait bien. Après, pour la méditation, là, c'est
professeur choisit une méditation dont il sent que ça a bien fonctionné avec ce qu'il veut faire, avec son intention première. Mais je ne... Et les enseignants de Kundalini Yoga, selon Yogi Bhajan aussi, ne déforment pas les enseignements. Alors, l'objectif derrière, c'est quoi? C'est de maintenir une forme de transmission la plus fidèle possible à cet objectif premier. Pourquoi? Dans quoi ça rentre, en fait, comme point de vue? C'est un point de vue, en fait. Vraiment, c'est un point de vue et un choix, en fait, dans le sens où on estime que un maître, a une vision que moi, enseignante, je n'ai pas. Je suis pas encore un gourou dans le sens noble du terme, ni un maître yogi. Ça viendra peut-être un jour, mais je ne crois pas pour le moment. Donc, un maître yogi a une vision particulière pour amener les gens jusqu'à l'éveil. C'est son job, d'accord? Donc, quand je transmets son enseignement, ce n'est pas à moi. Donc, après, ça nous appartient à nous, hein, mais ce n'est pas à moi d'y rajouter un truc que je trouverais, d'avoir un espace de liberté dedans. Moi, je transmets. Pour vous donner une image, en fait, je suis le facteur. Ok, je suis un facteur. Donc, le facteur, il ouvre pas la lettre, a priori, il réécrit pas dessus, il fait pas des petits cœurs et des machins, il transmet, en fait, le courrier tel quel, du destinataire, de l'expéditeur au destinataire. Et ben, dans le Kundalini Yoga, c'est comme ça qu'il faut voir l'enseignant, en théorie. C'est qu'il transmet, en fait, l'enseignement dans son exactitude et de façon intacte entre ce qu'il a été pensé ou transmis à l'élève. Mais Maï, ça, tu me parles du Kundalini, qui est effectivement, d'autant que j'ai suivi tes cours, donc je sais que c'est quelque chose qui est très, très cadré. Sur d'autres styles qui le sont, je pense par exemple à l'Ashtanga ou à Hatha Yoga, je me souviens pas que l'Hatha Yoga soit aussi encadré que ça. Alors, l'Hatha Yoga, tu penses que ça se passe? Alors, l'Hatha Yoga, là, je peux témoigner aussi. Si je prends Shivananda, donc c'est un gars qui s'appelle Shivananda qui a créé en fait pas du tout le Hatha Yoga, mais voilà, plein d'ashrams et qui l'a ramené notamment avec d'autres maîtres dans les années 60. L'Hatha Yoga selon Shivananda, ça va être une série de postures dans un ordre très précis aussi, avec des pranayamas très précis au début. Donc en général, les profs purement Shivananda vont préciser dans leur petit cours, machin, ils vont dire qu'il faut un cours dans le style Shivananda. Ça veut pas dire que il peut pas y avoir des ateliers sur telle ou telle chose, mais la série Shivananda, c'est un peu comme la série Ashtanga. Oui, c'est ça. Ashtanga, oui, de toute façon, oui, c'est des séries qui sont des séries. Pour Shivananda, après il y a des variantes possibles, mais dans l'idée, il y a quand même, on commence par la posture sur la tête et on termine par Savasana en passant par une série où il y a un ordre en fait qui est pensé, qui est pas au hasard. Et c'est pas vrai de tous les cours parce que moi j'ai suivi des cours de Raja Yoga et de Hatha Yoga. Oui, mais je te parle de Shivananda. Voilà, c'est ça. Mais alors dans ceux où il n'y a pas de codification. Dans ceux où il n'y a pas de codification. Oui. Moi, j'en sais rien. Parce que bon, il y a pas de. Je sais pas comment. Il y a une règle en Hatha Yoga qui est. Ouais, mais là, on est sur des trucs techniques, mais qui est posture contre posture. Voilà, ça, c'est une règle en Hatha Yoga. Ça, oui, ça, je la connais. Respecte cette règle, déjà, bon, ça fait au moins deux postures qui fonctionnent ensemble, en fait, qui sont des binômes ensemble. Mm-hmm. Et là, on s'éloigne de notre sujet qui est de la transmission, qui est, oui, dans beaucoup de yoga, par exemple, Vinyasa. Tes preuves de Vinyasa. Vinyasa, c'est typiquement un style de yoga où le professeur a la liberté de créer son cours tel qu'il est et donc de transmettre ce qu'il a envie au sein même du cours. Enfin, ce qu'il a envie, c'est du yoga, mais ce que je veux dire de transmettre aussi dans le corps, ce qui semble important pour le professeur. Mais
Je dis pas que l'un ou l'autre sont bien, hein. Enfin, voilà. Je dis pas qu'un style de transmission est mieux qu'un autre style de transmission, tant qu'il y a transmission. C'est ça que je veux dire. Là où je suis critique, parce que je vais aller au bout de ce que je pense, là où moi j'ai pas de la difficulté, on va dire une interrogation. C'est quand je vois, mais sachez que c'est vraiment une interrogation et c'est pas du tout pour être mainstream que je dis c'est une interrogation et c'est pas un jugement. Non, pour le coup, je juge pas. C'est vraiment quand je vois voilà des cours ou des ateliers plutôt de yoga où on va mêler beaucoup de traditions ensemble. Alors, je suis quelqu'un de métisse, pour ceux qui ont, vous n'avez pas vu ma tête forcément, puisque c'est un podcast, mais voilà, je suis métissé. Donc, moi, j'ai aucun mal avec le fait, justement, de mélanger des traditions, des cultures, puisque je suis issu d'un mélange de cultures. Dans le yoga. Donc, quand je pense, en fait, à des séances, à des cours, où on va mélanger, donc, du yoga indien traditionnel avec des choses, on va dire, un peu plus plaboum, style j'en sais rien, moi, une cérémonie de cacao avec des chants mayas, avec la prise de champignons, mais tout ça au sein de la même séance, d'accord? Individuellement, chacun son truc. Mais voilà, je vous dis, tout ça avec des trucs d'expression, avec on tire les oracles de je sais pas quoi. Je dis pas que c'est pas plaisant, parce que j'en ai fait en tant qu'élève. C'est intéressant, c'est marrant, ça me détend. Dans le cœur de la transmission, j'imagine bien que le prof a une idée derrière la tête qui est de transmettre de très très jolies valeurs, vous voyez, d'ouverture, de prise de conscience de soi, bon, voilà, de tout un tas de choses. Mais moi, je me suis toujours interrogée. À un moment, à force de vouloir tout transmettre, est-ce que finalement, on ne transmet pas uniquement une vague impression de quelque chose d'un peu dilué dans le sens un peu comme dans les magazines de yoga où on a un peu de tout, vous voyez. Enfin, c'est une interrogation que moi j'ai à titre personnel. Hein. Moi, je le fais pas dans mes cours parce que je suis convaincue Moi, j'ai mon espace de liberté en tant que prof. Hein. Quand vous venez à mes cours, vous savez, je blablate, je parle beaucoup de philo et tout, mais la transmission, quand je dis d'une tradition classique, par exemple de Hatha Yoga ou de Kundalini, ou même de Forest, parce qu'Anna Forest est vivante, donc elle transmet directement, elle crée et elle transmet des choses que les professeurs de Forest, quand ils font un cours de Forest, transmettent aussi. Vous voyez, Oui. ils font pas autre chose, ils font pas un cours d'Ashanga, ils font un cours d'Anna Forest. Donc il y a l'esprit, en fait, parce que c'est un maître aussi, Anna Forest, puisqu'elle a, voilà. Oui, ouais, c'est parce qu'elle n'est pas connue ici, mais effectivement, aux États-Unis et en Asie, par exemple, elle est très suivie. Et moi, personnellement, je trouve qu'elle a un enseignement qui est magnifique et à chaque fois que je reviens, par exemple, sur son livre, je comprends les choses encore différemment. Donc, c'est à des nouveaux, il y a des choses évidentes et puis il y a des choses à des niveaux très subtils. Je pense qu'il y a aussi beaucoup, il y a des gens, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont cette capacité à transmettre de façon superbe. Et il y en a où c'est un peu plus laborieux, on va dire. Et on a besoin de peut-être un peu plus de décorum. Tu disais, c'est marrant parce que j'étais en train de penser à ça. Tu parlais de l'éveil. Je suis pas sûre qu'Anna Forest transmette dans le Forest Yoga, on est pour but d'arriver à l'éveil en fait. Ou en tout cas, elle l'appelle pas de la même façon. Parce que l'idée, c'est plutôt de se connecter avec son esprit, avec un grand E, spirit, que moi je traduis, mais c'est une traduction qui est un peu plus personnelle en tant que âme, c'est-à-dire que moi j'y mets, c'est pas de la spiritualité parce qu'Anna Forest est très spirituelle, hein. J'y mets peut-être une connotation religieuse, mais ça c'est mon interprétation à moi. Mais elle, c'est plutôt qu'elle prône et qui est transparent en fait dans toutes les intentions qu'on a, y compris moi quand je les utilise, quand je donne un cours, c'est la connexion avec l'esprit. C'est Mais ça qui. Éveil déjà? Pardon. Après, oui. Alors la difficulté, voilà, c'est qu'est-ce qu'on entend par éveil. Elle est là, la grande.
elle a jamais dit enlightenment. Donc l'éveil en anglais, vous ne le trouverez jamais. Même je dirais qu'elle dirait bullshit, mais je pense que c'est presque, d'ailleurs, c'est en réaction parce qu'elle a eu des maîtres indiens. Hein, elle a été l'élève de Iyengar. Elle a vraiment une vie. Enfin, je vous invite à lire son livre, Fierce Medicine. D'ailleurs, c'est très intéressant le tracé de sa vie. Mais je pense que oui, c'est ça qui est très intéressant. Pour moi, c'est de l'éveil, mais j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce que j'ai toujours eu des pudeurs par rapport justement à tout ce que je lis qui sont issus de la tradition que je vais appeler classique du yoga, qui est la tradition qui est la plus prégnante ici en France, qui est celle du Hatha Yoga, avec des grands maîtres indiens et où on parle d'éveil, etc. Et moi, j'ai toujours eu du mal puisqu'en définitive, je suis professeure d'un style de yoga qui a été créé par une femme américaine contemporaine et dont le vocabulaire parfois ne se retrouve pas dans notre vocabulaire qu'on peut retrouver dans beaucoup de cours de yoga ici. Et je me suis toujours trouvée en décalage. Et c'est pour ça que je dis que je ne cherche pas nécessairement à transmettre, ou plutôt, en fait, je cherche à transmettre, c'est quand j'écris mon blog, ou presque même quand on discute ici dans le podcast, même si c'est pas volontaire. Le blog, ça l'est peut-être plus. Le podcast, c'est plutôt une offre de réflexion. Mais je pense très honnêtement que dans le simple fait de discuter et enfin donc d'échanger et puis aussi ensuite produire le podcast et qu'il soit diffusé, que c'est une transmission parce que à travers nos interrogations, nos suppositions, nos arguments, il y a de la transmission. Après, c'est vous, auditeurs, qui en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas une transmission forcée. Mais dans transmission forcée, je veux simplement dire, c'est comme ça. Vous prenez, moi c'est ce que j'aime, c'est que quand ça reste ouvert, oui c'est ça. Pour moi c'est vraiment la notion d'espace qui va primer. Il y a forcément de la transmission. À partir du moment où il y a le verbe, mais il y a aussi les intonations, il y a aussi vous ne voyez pas, mais peut-être que vous imaginez la façon dont nous agissons. Il y a forcément, je dirais même qu'il y a forcément de la transmission à partir du moment où il y a une interaction entre deux personnes. Parce que comme Maïmouna l'a dit, transmission n'est pas égale à transfert de connaissances intellectuelles et universitaires. Vous voyez, donc par exemple, dans tel texte, il y a écrit ça. Sans attente, il n'y a pas de transmission. C'est-à-dire que si l'enseignant n'a pas l'attente que son élève comprenne ou reçoive quelque chose, sans chanter avec l'élève, dans ces cas-là, il n'aura pas l'intention de. Si j'ai pas d'attente, en soi, je n'ai pas besoin de transmettre. Et j'ai pas envie de transmettre. Et j'ai pas envie de recevoir non plus une transmission. Même, ou alors ça se passerait au niveau subtil de l'âme avec l'âme, enfin bon, un truc tellement éthéré que sinon on ne serait pas incarné. Donc à force, et même si je prends le cas des grands maîtres, donc qui ont codifié leur yoga ou pas codifié, on codifie. Ça avait bien une attente, ils en avaient au moins une, c'est que les gens pour la majorité des yogas, voilà, atteignent une forme d'éveil et que leur système qu'ils proposent soit le plus simple et le plus efficace pour les étudiants. Donc, on peut pas éluder la question de l'attente, mais c'est comme quand en méditation on dit oui, alors la méditation c'est la non-pensée absolue. Bon, alors ça arrive, hein, je dis pas que ça arrive pas, ça arrive.
Mais enfin, bon, ça arrive pas très souvent. Hein. Ça arrive peut-être une fois dans la vie, ou allez, une quinzaine de fois ou plus. Bon, mais soyons clairs, c'est très rare. La non-pensée, ce serait l'absence de pensée que je suis dans l'absence de pensée, ou l'absence de constat que je suis dans même la sensation. C'est que je suis au-delà de pratyahara, enfin, je suis en samadhi, et même je suis au-delà de la samadhi, parce que je n'ai pas conscience que je suis dans la samadhi. Bah, Donc, samadhi, souvenez-vous, on a fait un épisode dessus. Il y a 5 niveaux de samadhi, hein. ouais. Il y a donc, et qui sont de plus en plus subtils, justement, jusqu'à, effectivement, il y a un détachement, enfin, je sais même pas, j'arrive même pas à l'expliquer. C'est le samadhi sans semence. Donc, enfin voilà, il y a justement, il y a plus de production de pensée de je suis dans la non-pensée. Donc, on est. Chers amis, la transmission peut prendre beaucoup de formes. Dans un cours, dans une formation, dans un podcast, autour d'une tasse de thé. Elle est multiple. Et c'est bien ça qui est important et intéressant. Elle peut être dans un cours de yoga extrêmement codifié, comme dans un cours de yoga totalement freestyle, même peut-être autour d'une cérémonie du cacao, si, voilà, allez savoir. Les formes sont multiples, les intentions sont multiples. À vous, à nouveau, j'aimerais aussi en terminer par là pour beaucoup de podcasts qu'on a fait, mais c'est à vous d'utiliser votre libre arbitre pour juger ce qui est transmis ou pas, ce qui est nécessaire d'être reçu ou pas, et s'il ne se passe rien. Méfiez-vous aussi, si je peux me permettre, les gens qui veulent forcément vous transmettre quelque chose. Vous voyez, où il y a un espèce de forcing de je ne sais quelle thématique, l'âme, la réincarnation, l'éveil, pas l'éveil, de ci, de ça. Quand je dis méfiez-vous, bon, jetez pas des pierres. Et on est peut-être tous à un moment ou à un autre, mais ce que je veux dire, c'est si ça vous parle pas, eh bien ma foi, c'est que ça vous parle pas. Et c'est pas très grave. Vous voyez, oui, pardon. Comme le professeur d'ailleurs. Oui. Parce que ce que tu dis, c'est exactement ça. Il y a des professeurs avec lesquels on se sent moins en connexion. Bah, c'est peut-être parce qu'effectivement, il n'y a rien à recevoir. Voilà. Et c'est ainsi. Et c'est un signe. C'est ainsi et c'est un signe. C'est un signe. Donc, soyez libres. C'est beau comme fin, ça, non? Très beau. Nous vous souhaitons l'agréable écoute et une excellente fin de journée ou de soirée, quel que soit le moment où vous nous avez écoutés. Maïmouna, un grand merci à toi. Caro, grand merci à toi également. Bonne journée. Bonne journée. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.